posséder doit toujours et obligatoirement être suivi de partager. Car avoir tout pour soi et être égoïste, quand on sait qu'il existe sur cette même terre ceux qui ne possèdent même pas le minimum primordial pour la survie. C'est pour cela que vous devez partager ce que vous avez. Seulement en partageant, vous arriverez à conserver ce que vous avez gagné. Vous me direz sans doute pourquoi ceux qui n'ont rien. Et-tu de manger? Vous écoutez quand même, hein? Voilà. Vous me direz sans doute pourquoi ceux qui n'ont rien n'essaient-ils pas de gagner leur vie au lieu d'attendre qu'on leur donne. Beaucoup dans cette vie sont déçus, certains le sont parce qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité que la vie leur a offerte. Ce sont ceux qui se sont enfoncés à cause de la débauche. Ils ont fini par perdre cette chance de vivre dignement. Oh les coquins, les... Et ceux-là sont très touchés par cette perte car ils connaissent la valeur de ce qu'ils ont perdu. Mais il existe d'autres qui n'ont jamais eu de chance, ceux qui sont nés et grandis dans la précarité. Quand je vois comment la richesse est répartie dans le monde, l'opulence d'un côté et l'extrême pauvreté de l'autre, je me demande qui est bien à l'origine de cette injuste distribution. Heureusement que la mort existe, une véritable délivrance face à la souffrance endurée par ces pauvres. Sinon, que se passerait-il? Une bataille acharnée pour sortir de la pauvreté. D'ailleurs, n'a-t-elle pas déjà commencé avec l'immigration? Le Nord, synonyme de survie pour les sudistes, est perçu par les pauvres comme la solution à leurs problèmes. Mais le Nord le voit comme une invasion. Si je vous conseille de donner, c'est pour éviter le pire et vous le comprendrez sûrement après avoir lu cette histoire. Très juste. Donc l'histoire commence. Il y a une histoire. Ah oui, l'histoire commence. C'était l'introduction. Il était une fois un royaume. De loin, le plus riche de tous les temps. Le roi possédait des centaines de milliers de chevaux, des diamants de toute taille, de l'or et même des hommes et femmes qui lui appartenaient. Ses ministres étaient tous très riches. Chaque ministre avait ses terres que les paysans cultivaient pour eux et en échange, ils recevaient des miettes qui leur permettaient de survivre. Si par malheur, un paysan tombait malade, il n'y avait aucun moyen de se faire soigner. Sa seule issue était la délivrance par la mort après une longue souffrance. Non, les riches ne donnaient rien aux pauvres. Dans le palais du roi, les femmes des ministres se prêtaient à toutes sortes de divertissements. Elles aimaient s'offrir un spectacle de lutte à mort contre les plus robustes des esclaves. Ces derniers n'avaient d'autre choix que de s'entretuer pour que l'un d'eux survive. Ils refusaient de tuer l'un, l'autre, ils étaient tous les deux offerts en pâture au lieu du roi. Ah oui, s'ils refusaient de tuer l'un, l'autre, ils étaient tous les deux offerts en pâture au lieu du roi. Les ministres, quant à eux, se rendaient dans les villages, des royaumes lointains, et s'offraient des jeunes filles vierges profitant de leur misère. Ils abusaient d'elles et les abandonnaient à leur sort. Le quotidien de ce royaume s'écoulait ainsi tous les jours. La misère d'un côté et l'opulence de l'autre. Un jour, un sage, venu de la nuit des temps, apparut dans le royaume. Il avait dans sa main droite une assiette et dans sa main gauche une pierre précieuse d'une beauté particulière. Il entra dans une boutique et demanda une aiguille qu'il paya avec des pièces d'or. La nouvelle parvint jusqu'au roi qui demanda de lui ramener l'étranger sur le champ. Le sage observa longuement le palais et constata l'ampleur de la richesse de son royaume. Devant le souverain, il ne s'inclina point. Le roi: « Comment osez-vous rester debout devant le roi ?» Le sage: « Je ne vois pas de roi ici. Devant qui dois-je m'incliner ? Devant qui dois-je m'incliner ?» Face à une telle insolence, le roi perdit son sang-froid et ordonna de lui couper la tête. Le sage: « Vous ne pouvez m'atteindre, prétendit le roi, car je ne suis point de votre temps. » Les soldats essayèrent de s'emparer de lui, mais il était insaisissable. Les mains des soldats passèrent à travers le corps de l'homme. Il n'était fait que de gaz et n'avait pas de corps. Les soldats reculèrent. Le roi: « Mais qui êtes-vous donc, vieil homme? Que voulez-vous » Le sage: « Je suis le temps, et je suis témoin de beaucoup de choses que vous ignorez. Ce que je veux, c'est rétablir la justice. Insinuez-vous que dans mon royaume, il n'y a pas de justice? L'opulence pour certains, certes, mais pas de justice. Et comment comptez-vous vous y prendre pour rétablir cette justice? Le temps s'en chargera. » Sur ce, le sage disparut. Le roi et ses ministres revinrent à leur fête. La nuit tombée, tout le monde s'endormit. Le sage avait le pouvoir de faire avancer et reculer le temps à sa guise. Il pouvait aussi faire tourner les chances. Alors il fit reculer le temps jusqu'au temps du père de l'actuel roi. Il
fit tourner la chance du côté d'un paysan qu'il mit à la place de l'héritier du trône, et l'actuel roi se retrouvait dans une petite cabane près d'un champ de maïs. Comme sortant d'un rêve, il demanda au vieillard qui se trouvait dans la cabane avec lui « Mais où suis-je et que fais-je ici ?»« Mais que t'arrive-t-il, mon garçon? Tu es chez toi, voyons. »« Comment osez-vous, vieillard? Je suis l'héritier du trône. Je vais vous faire exécuter sur le champ. » Il sortit en courant et se dirigea vers le palais où avait lieu l'investiture. Le fils du paysan, changé en roi, se demandait lui aussi ce qui lui arrivait. Mais le sage lui dit de se taire et de régner. L'actuel roi arriva à la porte du palais et se vit arrêter par les gardes. « Sale fils de paysan, éloigne-toi de là, ou tu vas goûter de la lame de mon épée !» L'actuel roi, étonné, menaça le soldat en disant « Insolent, vous osez me parler sur ce ton? Je vais vous faire couper la tête !» Les gardes se regardèrent et se mirent à rire. Face à cette réaction, l'actuel roi réfléchit. Il retourna chez le vieillard et resta dans un coin pensif et se posant de questions. Le vieillard lui dit « Mon fils, va cultiver le champ au lieu de rester à ne rien faire. Les ministres du roi vont nous punir si nous ne leur livrons pas la récolte à temps. » Des jours passèrent et notre roi, devenu paysan, se résigna à accepter son sort. Il cultiva le champ avec son supposé père. Un jour, il tomba malade, mais son père n'avait pas le moyen de le soigner. Il eut recours à ses connaissances en médecine traditionnelle pour sauver son fils. Une fois rétabli, il décida d'aller en ville. Partout dans la ville, il voyait des pauvres mourir de faim. Les riches ne donnaient pas, et cela était fatal aux pauvres. Le jeune homme se rendit compte de ce qui se passait dans son royaume. La cruauté dont faisaient preuve ses sujets l'étonna beaucoup. Il réalisa la souffrance que les pauvres enduraient au quotidien. Soudain, des soldats se mirent à frapper tout le monde. Un ministre passait et les pauvres devraient se prosterner. Notre roi reçut 2 violents coups qui le firent tomber sur ses genoux. Qui le firent tomber sur ses genoux. Il regarda passer le ministre en question. Ce n'était autre que le plus lâche de ses ministres. Il se dirigeait vers les champs des paysans pour voir l'état des cultures. Après avoir inspecté les champs, le ministre s'adressa aux paysans. « Bande de chiens, si vous ne livrez pas le maïs à temps, je vous punirai tous. » Le jeune homme, qui avait tout perdu, pensa longuement à ces pauvres gens qui enduraient une telle souffrance au quotidien et qui n'ont jamais rien possédé. Il oublia son sort et décida de mener une révolte. Il proposa aux villageois de se révolter et d'attaquer le palais. Il réussit à convaincre quelques jeunes. Mais les ministres du roi eurent vent de leur révolte et les arrêtèrent tous. Le responsable de la révolte fut traduit en justice. Cette justice qui régnait à son époque. Il fut condamné à mort avec tous ses compagnons. Le jour de l'exécution, la chance tourna et à sa place se trouva le véritable fils du paysan. Désormais, c'était son frère et le paysan, son père. Il les gracia tous et décida de rétablir la justice dans son royaume. Il commença par dissoudre son gouvernement. Tous les ministres devaient vivre comme les paysans. Les riches étaient dépossédés d'une partie de leurs biens qui fut distribuée aux pauvres. Il arriva enfin à éradiquer la pauvreté et rétablir la justice. Mais il cherchait le sage qu'il ne voyait pas. La mission de ce dernier était terminée dans ce royaume et il devait partir. Avant, il décida de passer par le roi. Arrivé devant le roi, le sage le salua comme un roi en se prosternant devant lui. Le roi lui posa une question. « Pourquoi vous prosternez-vous aujourd'hui alors que dans le passé ou le futur, je ne sais pas trop, vous aviez refusé ?» Le sage, dans le futur ou le passé, comme tu le dis, tu n'étais pas mon roi, mais celui de tes ministres et leurs épouses, car tu ne nourrissais que tes soldats. Aujourd'hui, tu es le père de tout le royaume et tu nourris tous tes sujets sans distinction de classe. C'est pour cela que je te salue comme un roi. Sur ce, le sage s'en alla et notre roi a su faire régner la justice jusqu'à sa mort. Oh, c'est beau. Ouais.